Écoutez, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie le laboratoire Opalia, l'école Dati, de m'avoir invité pour cette session de vidéoconférence en live. Ça fait assez bizarre de se retrouver devant une caméra seul finalement. Et je crois que malheureusement, ça va être l'après-Covid. Ça va être ça. C'est la télémédecine aujourd'hui, les téléconférences. Il y a beaucoup de choses qui vont malheureusement changer. Alors on est face à une épidémie. On est face à une épidémie, une pandémie maintenant, c'est une pandémie mondiale qui avait commencé au mois de décembre 2019 dans un marché chinois, en Chine, très loin de nous. Au départ, on a regardé tout ça comme une certaine curiosité. Et puis les Chinois, qui sont très très en avance et très forts en virologie, on a pu le voir, ont très vite analysé ce virus. C'est la famille des coronavirus qui sont connus. Il y a 6 types de coronavirus. On a connu le coronavirus de type 1. Rappelez-vous, c'était le SARS-2, le SARS-1, SRAS-1 en 2003, une épidémie. Et puis très vite, il a été identifié donc un coronavirus 2 avec un SARS-2 et qui est surtout très contagieux, une mortalité plus faible que la première version, puisque c'était 10% de mortalité dans la version de 2003. Et là, on a une mortalité aux alentours à peu près de 4%, peut-être même moins pour certains. Mais surtout, ce qui est intéressant à noter, c'est sa contagiosité. Et puis, on est dans aussi quelque chose qui est... pourquoi il est contagieux? Il est très, je dirais, virulent, parce que c'est une zoonose. Vous savez tous maintenant, je crois qu'on l'a suffisamment rappelé, que c'est un virus qui a franchi la barrière, je dirais, qui est passé de la barrière animale vers l'espèce humaine au niveau de la chauve-souris, puisqu'on a trouvé dans 96% tout ce virus-là, finalement, c'est un virus qui est connu, porteur, c'est la chauve-souris qui est porteur de ce virus. Il est passé par un animal intermédiaire et a franchi l'espèce, est passé dans le monde humain, on va dire, et a contaminé l'homme avec une rapidité extrêmement dangereuse et très virulente. Aujourd'hui, l'hypothèse elle est claire. On est donc face à un virus qui a surtout une contagiosité importante, et c'est le gros du problème, puisque justement ça se répand très très vite. Et vous avez vu que l'un des gros soucis, c'est la saturation du système de santé, puisque ça va donner des manifestations pulmonaires qui vont nécessiter pour un certain nombre, à peu près 20%, une hospitalisation, soit et pour 5% dans les formes sévères, une hospitalisation en réanimation. Et dès que vous commencez à saturer la réanimation, là, ça peut poser des problèmes. Il y a eu aussi la forme 2012, la forme du Moyen-Orient, qui était aussi très mortelle, 30% de mortalité en cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais moins contagieuse. Et c'est pour ça que finalement, elle ne nous a pas beaucoup gênés. Là, vous avez pu constater qu'il y a à peu près 1 milliard d'individus aujourd'hui qui est en confinement total à domicile et qui est probablement pour l'instant notre seule arme. Notre seule arme, c'est de créer une certaine distanciation sociale entre nous, cette distance qu'il faut garder entre nous, rester confiné chez soi. C'est aujourd'hui l'élément le plus important pour essayer de freiner cette épidémie et pour essayer de réduire la létalité. Alors je suis ouvert à toutes vos questions, je parle, mais en même temps, si vous avez des questions, je peux les voir et répondre. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on sait que cette pandémie ou cette infection, cette maladie, c'est le Covid-19. Et le Covid-19, aujourd'hui, c'est à l'origine de pneumonies qui sont potentiellement mortelles. Vous avez vu, c'est une mortalité, dès que les patients rentrent en réanimation, la mortalité est beaucoup plus élevée. Mais aussi, cette maladie a aussi des manifestations cardiovasculaires. Elle a un double impact au niveau cardiovasculaire, comme on va le voir. D'une part, je dirais que c'est une infection qui sera plus fréquente
en cas de pathologie cardiovasculaire, que ce soit des maladies cardiovasculaires comme l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, la maladie coronaire, mais aussi on sait qu'elle peut être à l'origine de lésions cardiovasculaires potentiellement mortelles. Donc un double impact, les patients qui ont des comorbidités type pathologie cardiovasculaire, type hypertension artérielle, type diabète d'ailleurs, et je vais vous expliquer pourquoi, sont plus susceptibles d'avoir des symptômes, d'être contaminés par ce virus et surtout d'avoir des symptômes sévères et des critères d'hospitalisation. Et aussi, ce virus peut être à l'origine de lésions cardiovasculaires directes, des lésions cardiovasculaires qui sont sévères et qui peuvent passer en deuxième plan par rapport à la contamination, qui peuvent être à l'origine de retards diagnostiques, de retards de prise en charge et qui peuvent avoir des conséquences finalement sur le pronostic cardiovasculaire. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, pourquoi les patients et ceux qui ont une pathologie cardiovasculaire sont plus vulnérables, je dirais, et notamment la relation, on parlera bien évidemment, vous avez compris, de la relation avec l'hypertension artérielle. Alors aujourd'hui, on sait et on a compris le mécanisme qui est finalement un petit peu celui qu'on connaissait avec le coronavirus type 1, mais c'est la même chose. Il y a une enzyme de conversion, l'enzyme de conversion 2. Alors on est habitué à parler d'enzyme de conversion globale, on parle toujours de l'enzyme de conversion, mais finalement l'enzyme de conversion dont on parle, c'est l'enzyme de conversion de type 1. Là, on est face à une enzyme de conversion de type 2, qui est une métalloprotéinase qui est homologue de l'enzyme de conversion que l'on connaît, mais qui est, je dirais, un phénomène de contre-régulation à l'enzyme de conversion que nous connaissons. L'enzyme de conversion que nous connaissons, c'est l'enzyme qui permet de transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2, et vous savez que l'angiotensine 2, c'est un puissant vasoconstricteur et qui est incriminé dans les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle et comme la plupart des pathologies cardiovasculaires comme l'insuffisance cardiaque. Et on est habitué à dire qu'il y a une expression importante ou un dérèglement important de ce système humoral qui fait qu'on va avoir de l'hypertension artérielle, on va avoir une insuffisance cardiaque, on va même avoir de la fibrose myocardique et des troubles du rythme. Or, cette enzyme de conversion ACE2, aujourd'hui, elle va avoir c'est un phénomène de contre-régulation puisqu'elle va transformer l'angiotensine 2, cette fois-ci, en une angiotensine qui a une espèce d'angiotensine 1 finalement, mais avec 7 acides aminés et qui a des propriétés complètement différentes de l'angiotensine 2, c'est-à-dire qu'elle est vasodilatatrice, qu'elle est anti-apoptotique et qui a aussi des propriétés antiprolifératives, donc très bénéfiques. Donc finalement, c'est un phénomène de contre-régulation. Dès que vous allez avoir votre système rénine-angiotensine qui s'exprime de façon importante, eh ben, ce AC2, d'un autre côté, cette enzyme de conversion 2, va aussi, au niveau de ses récepteurs, s'exprimer beaucoup plus. Or, aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on sait, c'est que ce virus, ce coronavirus, a la capacité, grâce à une protéine virale, de se fixer sur cet récepteur ACE2, et c'est sur ce récepteur de l'angiotensine, de l'enzyme de conversion 2, qu'il va pénétrer dans l'organisme. Tant que le virus est sur vos mains, tant que le virus est sur votre peau, il n'y a pas de risque. Dès qu'il pénètre dans les muqueuses et dès qu'il se fixe à cette enzyme de conversion 2, à ce moment-là, qui est très répandu sur l'endothélium myocardique, sur l'épithélium alvéolaire, respiratoire, d'où cette affinité pour les poumons, mais aussi pour le myocarde, mais c'est présent aussi au niveau intestinal et au niveau des reins, donc il y a des manifestations comme la diarrhée, comme certaines hématuries, comme certaines protéinuries. Là, ce virus va pouvoir pénétrer dans l'organisme et se multiplier, rentrer dans l'organisme, et à ce moment-là, rentrer en intracellulaire, se répliquer, proliférer et créer des conséquences. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on comprend maintenant pourquoi justement les patients qui ont une pathologie cardiovasculaire sont beaucoup plus vulnérables.
Et aujourd'hui, on regarde dans les séries, par exemple, chinoises, on a montré que les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires sont beaucoup plus touchés, puisque dans les séries des patients qui ont été hospitalisés et qui ont été contaminés, je dirais, par le Covid-19, on voit qu'il y a 58% qui sont hypertendus, donc un patient sur deux qui est hypertendu, donc ça peut avoir un impact, et on pourra en discuter. 25% ont des cardiopathies, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir, sur lequel il va falloir que tous les collègues cardiologues soient, je dirais, attentifs, car beaucoup de leurs patients risquent d'être contaminés, risquent d'avoir des symptômes, pas forcément les symptômes habituels et des décompensations. 44% ont aussi des arythmies, ont de l'arythmie par fibrillation auriculaire, parce que vous savez très bien que la population la plus exposée, notamment en réanimation, ce sont les sujets âgés, notamment de plus de 60 ans, qui font le lit aussi de ces patients sévères. Et ceux qui ont plus de 60 ans, bien évidemment, ils feront plus de fibrillation auriculaire, d'autant plus qu'ils auront de la fièvre, d'autant plus qu'ils auront de l'hypertension et d'autres comorbidités. Et maintenant, ce qu'on sait, pourquoi ils font des symptômes plus sévères, donc ces patients cardiovasculaires, c'est parce qu'on sait qu'il y a, chez les patients qui ont de l'hypertension, chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, il y a un dérèglement du système rénine-angiotensine. Et s'il y a beaucoup plus d'angiotensine 2, si le système rénine-angiotensine s'exprime, vous avez compris que cette enzyme de conversion 2 va aussi s'exprimer plus. Ces récepteurs vont être beaucoup plus présents pour essayer de contrebalancer cette augmentation de l'expression de l'enzyme de conversion de type 1 et donc plus de symptômes, plus de complications. Donc aujourd'hui, les choses sont claires. D'ailleurs, vous savez que des recommandations ont montré que chez les sujets jeunes notamment, il y a une alerte française, c'est le ministère de la Santé en France qui avait lancé cette première alerte et qui avait montré que les patients qui étaient sous AINS, et notamment les sujets jeunes, faisaient plus de formes sévères. Effectivement, c'est tout à fait logique, puisqu'on sait que lorsqu'on donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est là où vous allez avoir une augmentation de l'expression de ce récepteur à la CE2, l'enzyme de conversion 2, et donc des formes plus sévères. Donc aujourd'hui, il est clair qu'il faut abolir les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et notamment, ce matin, je recevais un message de quelqu'un qui avait une péricardite, qui était bien évidemment, vous avez compris, sous aspirine à forte dose, donc à dose AINS. Et là, j'ai exprimé le risque que vous êtes une patiente à risque d'être plus susceptiblement contaminée, et surtout, si vous êtes touché, vous pouvez avoir des formes plus sévères et peut-être avec des complications cardiovasculaires. Donc il faut être très attentif à cette enzyme de conversion. Aujourd'hui, on le sait, les patients qui ont un dérèglement du système rénine-angiotensine, ce sont les patients cardiovasculaires et les patients diabétiques aussi, notamment, surtout les diabétiques qui sont sous insuline, surtout les diabétiques qui sont mal équilibrés, ils vont, je dirais, stimuler leur système rénine-angiotensine et donc, contrebalance, augmenter, exprimer plus le récepteur à l'enzyme de conversion 2 et donner, bien sûr, plus de problèmes. Alors, ça nous amène tout de suite à parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est cette notion de, bien évidemment, je dirais, il y a eu un papier chinois qui a été publié dans le Lancet où l'auteur notait qu'il y avait plus de décès chez des patients qui étaient hypertendus, chez des patients diabétiques et notamment ceux qui étaient sous bloqueur du système rénine-angiotensine. Et bien évidemment, dans ce papier-là, il avait suggéré de switcher les IEC ou les ARA2 pour éviter ces complications mortelles. On me dit que le volume est très faible. Je ne sais pas si on peut augmenter le volume. C'est important. Alors bien évidemment, vous savez que les IEC ou les ARA2, c'est quand même, je ne sais pas si ça s'est amélioré. On me dit que le volume est faible.
Est-ce que c'est mieux? Je vais parler peut-être un peu plus fort. Donc, vous savez très bien, pour les patients hypertendus, il y a eu une polémique récemment, et on a vu ça sur les réseaux sociaux aussi, que les IEC et les ARA2 pourraient être délétères chez les patients qui sont atteints de coronavirus, Covid-19, et c'est suite à un papier publié dans le Lancet, une lettre à l'éditeur, où l'auteur chinois notait que les patients qui étaient décédés, c'est des patients qui avaient 23% des patients qui avaient des formes sévères étaient hypertendus, 16% étaient diabétiques, et notamment il soulignait que ces patients étaient les patients qui avaient eu des formes plus sévères et qui étaient décédés étaient plus sous IEC ou ARA2, et il suggérait de switcher, c'est bon apparemment, de switcher ces traitements. Alors bien évidemment, vous savez tous l'importance des IEC et des ARA2 aujourd'hui dans la prise en charge des patients hypertendus. Toutes les sociétés savantes se sont saisies de l'affaire très très vite. La Société européenne de cardiologie, la Société française de cardiologie, les sociétés savantes, la Société tunisienne de cardiologie aussi s'est exprimée sur le sujet, et tout le monde est d'accord. Il y a une unanimité pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments pour dire qu'il faut arrêter les IEC ou les ARA2. Le rationnel, on peut le comprendre, on se dit, si on donne un bloqueur du système rénine-angiotensine, on va bloquer l'enzyme de conversion, on va bloquer l'angiotensine 2, donc on va augmenter, augmenter les récepteurs à l'enzyme de conversion de type 2. Et donc on se dit, oui, c'est logique, il y a forcément une relation. Mais lorsqu'on regarde à plus grande échelle, on ne voit pas, finalement, on n'a pas les éléments aujourd'hui de façon claire pour dire que, attention, les IEC ou les ARA2 seraient délétères. Et je dirais même au contraire. Je dirais même au contraire parce que aujourd'hui, quand même, on le sait, avec un IEC ou avec un ARA2, on va avoir un meilleur contrôle tensionnel. Et aujourd'hui, contrôler la tension artérielle chez les patients hypertendus qui pourraient être exposés à ce genre de virus, je pense que c'est du bon sens. Et ça calmerait quand même notre système rénine-angiotensine et ça rééquilibrerait le phénomène de contre-régulation. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un phénomène de cardioprotection qui est clairement démontré par les IEC et les ARA2, et que ça serait dommage de se priver aujourd'hui de cette cardioprotection, d'autant plus qu'on sait que ces patients cardiovasculaires vont notamment avoir des atteintes cardiaques aiguës, et je vais y revenir. Donc, je crois qu'il y a une unanimité, toutes les sociétés savantes sont là, tous les experts mondiaux, pour l'instant, l'ont dit clairement, il n'y a aucun élément qui nous pousse aujourd'hui à arrêter les IEC ou les ARA2. Il n'y a pas de supériorité d'un ARA2 par rapport à un autre, il n'y a pas de supériorité d'un IEC par rapport à un autre, du moins pour les sociétés savantes, sur la base des données actuelles. C'est possible que ça évolue, les gens regardent ça avec beaucoup de précautions. C'est clair, aujourd'hui, il y a énormément de malades. Vous savez que le chiffre officiel aujourd'hui, c'est 436 000 patients recensés atteints par le coronavirus de type 2, et c'est 19 630 décès, une mortalité de 4,5%. C'est loin d'être négligeable, et vous voyez que tous les chercheurs du monde aujourd'hui sont en train de rechercher des choses. Alors, on me pose la question, est-ce qu'un hypertendu ou quelqu'un qui a une cardiopathie, qui n'a pas d'arythmie, pas de fibrillation, n'a pas de risque de mourir? Je dirais non, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de risque de mourir. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les facteurs qui augmentent d'abord la mortalité, c'est avant tout l'âge. C'est l'âge, c'est plus de 60 ans, surtout plus de 70 ans, plus de 80 ans. Pourquoi? Parce que c'est des formes plus sévères, et puis souvent, ils ont de la comorbidité, ils ont de l'hypertension, ils ont du diabète, ils ont des cardiopathies. Mais le poids de l'âge est très important. Un hypertendu qui est bien équilibré, il a aussi plus de risques, je viens de le dire, d'avoir une symptomatologie sévère, plus de risques d'être hospitalisé, plus de risques de mourir qu'un non hypertendu, indépendamment du fait
que ça soit, par rapport à un non hypertendu. Il est clair. Aujourd'hui, je crois que c'est du bon sens de bien équilibrer les patients hypertendus, de faire attention qu'ils n'arrêtent pas leurs médicaments, de pouvoir leur renouveler leur ordonnance, maintenant par télémédecine, qui passe directement sans forcément venir consulter durant au moins cette période importante de confinement qui va, à mon avis, probablement durer un peu plus. L'autre élément sur lequel, donc, je crois que pour ce débat entre IEC et ARA2 et coronavirus, je crois que les choses sont claires. J'essaye de regarder en même temps et de répondre aux questions. Je crois que les choses sont claires. À l'heure où je vous parle, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'éléments pour arrêter ou switcher ces médicaments. Et moi, personnellement, je dirais même au contraire, il faut les garder parce que c'est une situation où on a une carte de protection. Par contre, en milieu de réanimation, si le patient arrive, et ça c'est les réanimateurs qui le savent bien évidemment mieux que moi, s'il arrive souvent dans les critères d'hospitalisation, vous savez qu'il y a une chute de tension, là je crois qu'il y aura du bon sens d'arrêter les IEC et les ARA2 et d'utiliser des autres molécules, c'est souvent malheureusement des vasopresseurs. Alors j'aimerais vous parler aussi, est-ce que les patients opérés d'un pontage aorto-coronaire ont plus de risques? Oui, bien évidemment, les coronariens ont plus de risques que les non-coronariens, surtout s'il y a une dysfonction ventriculaire gauche, parce que, encore une fois, le système rénine-angiotensine est sollicité. Il y a une hyperactivité du système rénine-angiotensine, donc il y a une augmentation des récepteurs à la CE2 qui sont beaucoup plus, je dirais, il y a une up-régulation, ils sont beaucoup plus présents. Et donc le virus, si ils sont amenés à être contaminés, il y a plus de risques d'avoir des symptômes et plus de risques d'avoir des formes sévères. C'est pour ça que je dis toujours, ce sont les patients les plus âgés, de plus de 60 ans, 65 ans, 70 ans, les patients qui ont des comorbidités cardiaques, les pontés, effectivement, surtout s'il y a de l'insuffisance cardiaque, dysfonction ventriculaire gauche, de l'hypertension artérielle sévère, mal équilibrée, vous êtes dans une situation où il vaudrait mieux être en confinement. Alors, il y a aussi, si on parle Covid-19 et cœur, on a montré, et ça c'est important parce que ça va arriver, c'est des atteintes cardiaques aiguës qui sont directement liées ou indirectement liées à cette infection. Et on a constaté très vite dans les premiers papiers sur les premiers patients admis, sur les 41 premiers patients qui avaient été admis à Wuhan, 5 patients avaient des troponines élevées. Et bien évidemment, cette élévation des troponines, au départ, a tout de suite, je dirais, c'est 12%, 12% une élévation des troponines. Donc, vous savez que lorsqu'il y a une élévation des troponines, ça suppose quand même qu'il y a une atteinte cardiaque. Sans forcément, et lorsqu'ils ont été hospitalisés, sur ces 5 patients, il y en a 4 qui ont été admis en réanimation. Donc, c'est pour vous montrer quand même que lorsque vous avez une élévation des troponines, il y a un certain nombre de patients qui vont aller en unité de soins intensifs, en réanimation, des formes sévères, mais ce n'était pas l'atteinte cardiaque qui était en cause justement de cette admission, je dirais, en réanimation, mais c'était plus la détresse respiratoire, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Sur des séries beaucoup plus larges, aujourd'hui, on a remarqué effectivement qu'il y avait une élévation des troponines aujourd'hui aux alentours de, je dirais probablement de 12 à 15%, et chez les patients décédés jusqu'à 12% aussi des patients qui ont une élévation de troponines. Tiens, il y a une très belle question sur ce syndrome inflammatoire de l'infection virale. Est-ce qu'il augmente le risque de thrombose de Stent, et notamment le risque de maladie thromboembolique? Très bonne question. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, dès qu'on a une inflammation, qui dit inflammation dit augmentation du risque de thrombose. Excellente réflexion, et c'est pour ça qu'il est vraiment impératif de demander à nos patients coronariens de surtout pas arrêter l'aspirine, bien évidemment. Pour ceux qui sont sous la combinaison aspirine-clopidogrel ou autre, moi personnellement, je pense que dans cette période-là, il serait du bon sens de ne pas arrêter le clopidogrel, de continuer, surtout qu'il
Il n'est pas facile aujourd'hui de faire une coronarographie, d'accéder à une coronarographie, on pourra en discuter. Et sur le risque de maladie thromboembolique, ben c'est exactement la même chose. Si vos patients sont sous antivitamine K, antithrombotiques, c'est surtout pas le moment de les arrêter, bien évidemment, et de le prolonger. D'autant plus que ce sont des patients, vous voyez qu'on est en confinement total, donc on bouge moins. Il y a de la stase, on passe un peu plus de temps dans un lit, dans un canapé. Et je crois qu'il faut faire très attention, et ça aussi, c'est une discussion. Et d'ailleurs, peut-être j'en parlerai dans le volet thérapeutique sur cette tempête des cytokines inflammatoires qui peut être à l'origine. Tiens, je vais en parler justement maintenant. Alors, autre chose qui est à mon avis très importante, c'est cette histoire de troponine. Alors, il va falloir que dans les prochains jours, on va être amené à être appelé par nos amis réanimateurs qui vont nous dire voilà, je constate une élévation des troponines, des modifications électrocardiographiques, une élévation des troponines. Oui, c'est dans 12% des cas, ça va jusqu'à 20% des cas. Il n'est pas recommandé de faire des troponines de façon systématique en l'absence de signes, parce que ça pourrait être positif finalement sans qu'il y ait d'explication. C'est le témoin, je crois qu'aujourd'hui on le sait, d'une souffrance myocardique. Alors, cette souffrance myocardique, elle peut venir de deux choses. La myocardite, et on peut avoir des myocardites fulminantes. Sur mon statut, j'avais montré justement un cas, sur mon statut Facebook, j'avais montré un cas de myocardite, où vous avez un sus-décalage du segment ST sur l'électrocardiogramme avec un miroir. On a vraiment l'impression que c'est un infarctus du myocarde. C'était un cas réel qui a été pris en charge en France. Ils font une coronarographie, la coronarographie est normale. Et ensuite, à travers un scanner, eh ben, on a les critères typiques d'un patient Covid-19. Et finalement, ben, c'était une myocardite fulminante inflammatoire. Alors pourquoi justement il y a ces myocardites? On ne sait pas vraiment, mais il y a probablement aussi cette tempête des cytokines. Il y a, je dirais, l'organisme réagit parfois de façon explosive l'inflammation, et ces cytokines inflammatoires vont être délétères sur le myocarde et créer justement de véritables dysfonctions ventriculaires gauche. Et puis il peut y avoir une atteinte myocardique, je dirais, liée par un infarctus du myocarde, finalement indirect. Donc là, ce n'est pas une atteinte du muscle, mais c'est une atteinte des coronaires, un véritable infarctus par rupture de plaque. Et je crois que c'est important aujourd'hui de rappeler que nous avons des recommandations pour la prise en charge de l'infarctus du myocarde chez les patients atteints du coronavirus. Et vous savez qu'aujourd'hui, si vous avez une suspicion d'atteinte, mais moi je dirais bientôt, puisqu'on est maintenant dans la phase 3, je crois que tous les patients devraient être suspectés aujourd'hui d'être atteints du Covid-19 en absence de preuves, jusqu'à preuve du contraire, je dirais. Et pour l'infarctus du myocarde, en absence de contre-indication, la stratégie aujourd'hui qui est recommandée, c'est la thrombolyse. Ce n'est plus l'angioplastie primaire. Et je crois que tous les confrères devraient faire très attention, puisque aujourd'hui, vous avez vu, vous allez entendre beaucoup de cas. Là, je viens d'être contacté sur une situation dramatique dans la région du nord-ouest, Fitestur, et où justement un patient qui est arrivé en arrêt cardiaque, qui a été réanimé, massé, et finalement il s'avère qu'il est mort du Covid-19. Et donc, bien évidemment, on va se retrouver dans une situation où je crois que tout patient qui va arriver, il va falloir faire très très attention, prendre toutes les mesures de protection qui n'arrivent pas effectivement, mais qui vont arriver. Et de toute façon, on met la pression pour que tous les personnels de santé, tous les acteurs de santé aujourd'hui soient protégés. Il faut vous protéger vous-même, bien sûr. Et pour revenir à l'infarctus, donc thrombolyse en premier lieu. Si la thrombolyse a marché et succès de thrombolyse avec les critères classiques, il n'y aura rien de nouveau. À ce moment-là, bien sûr, si le patient est stable, eh ben, on peut reporter la coronarographie à plus tard si on a confirmé qu'il est atteint de sa maladie, Covid-19, surtout s'il a une pneumonie, une pneumopathie, parce que là, à ce moment-là,
il vaut mieux, je dirais, décaler l'exploration. S'il n'est pas atteint, si les tests sont négatifs, à ce moment-là, on peut le prendre après 24, après 48 heures, en attendant comment vont évoluer les choses. Mais pour l'instant, je crois qu'il faut garder à l'esprit, c'est bien évidemment thrombolyse pour l'infarctus du myocarde. En cas de succès, on stabilise le patient et c'est bon. En cas d'échec, à ce moment-là, dans les recommandations, bien évidemment, ça va dépendre de la sévérité du tableau. S'il y a un tableau de sévérité de pneumopathie sévère, SDRA, qui nécessite bien évidemment l'intubation, la ventilation, je crois qu'il faudra le traiter médicalement. Et si le tableau est moins sévère, si c'est un antérieur, sujet jeune, moi ça c'est ma stratégie. Chacun ensuite définira ses propres protocoles au niveau de chaque service. C'est une angioplastie, mais à ce moment-là, avec toutes les précautions bien évidemment qui sont d'usage, et c'est-à-dire bien sûr de mettre les masques, toutes les recommandations de l'INEA Santé. Vous avez un excellent document qui a été fait, sincèrement, un très gros travail qui a été fait par l'INEA Santé pour justement comment se protéger. Alors ça c'est pour le volet aigu. Je crois qu'on a parlé de l'atteinte myocardique, on a parlé de l'infarctus du myocarde. On m'a demandé est-ce qu'il y a un intérêt à prescrire une HBPM pour les sujets à risque. Je ne pense pas. Il n'y a pas d'élément aujourd'hui. Il faut quand même se dire et ne pas oublier que la grande majorité des patients qui seront touchés par le coronavirus type 2, c'est des formes bénignes. Probablement un grand nombre ne le verront même pas, ne le sentiront même pas. Ce sera des formes totalement asymptomatiques. Les formes paucisymptomatiques, il y aura 98% de guérison. La mortalité que je vous ai donnée, 4,5%, c'est si on calcule les patients qui ont été dépistés, détectés, et les patients qui sont décédés. Mais bien évidemment, il y a un grand nombre de patients qui ne sont pas détectés. Donc le RO, finalement, on ne connaît pas très bien. Probablement, il est beaucoup plus large. Et donc la mortalité, globalement, elle serait aux alentours de 0,4%. Donc ça aussi. On me dit, je suis diabétique hypertendu et vous m'avez mis un stent. Je suis sous traitement de Plavix et clopidogrel. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un de mes patients. D'accord. Écoutez, c'est simple. Vous devez rester chez vous. Très important, en confinement total. Utiliser toutes les mesures barrières classiques, se laver les mains régulièrement, faire très attention aux gens qui vont sortir de votre domicile, ne sortir qu'en cas de nécessité. Il faut prendre ses médicaments. Il faut renouveler soi-même son ordonnance. Il faut aller prendre ses médicaments. Et rester en confinement durant toute la période. Je viendrai sur le traitement, sur l'histoire de l'hydroxychloroquine et ma position. Alors, on a remarqué qu'il y a aussi des effets cardiovasculaires chroniques du Covid-19 qui seront probablement visualisés plus tard. Et ça vient de l'expérience du coronavirus type 1. En 2003, on a remarqué sur des séries après 12 ans qu'il y avait une grande proportion, et on ne sait pas l'explication, mais ça sera intéressant de regarder plus tard, une grande proportion qui ont, je dirais, un dérèglement du métabolisme lipidique. Plus de dyslipidémie, plus d'hypercholestérolémie et peut-être plus de maladies cardiovasculaires. On n'a pas encore le mécanisme, mais il semble que quand même c'est des choses qui sont très intéressantes à regarder et que peut-être on aura des patients amenés à avoir des troubles lipidiques dans le futur. Et au moins ceux qui auront été contaminés, il faudra probablement suivre leur profil lipidique et le profil glucidique. Alors on parle de traitement cardiovasculaire, je crois qu'on a parlé de l'hypertension artérielle, on a parlé de l'atteinte myocardique avec dysfonction ventriculaire gauche. On a, à mon avis, clairement expliqué que les patients qui avaient des comorbidités cardiaques, qui avaient de l'HTA, qui avaient du diabète, étaient plus susceptibles de faire des formes sévères, plus susceptibles d'être hospitalisés en réanimation et malheureusement plus susceptibles de décéder, surtout si ils sont plus âgés. Et c'est eux qui doivent bien évidemment utiliser plus
de précaution que d'autres, c'est général, mais globalement, surtout de rester chez eux. Je crois que j'aimerais parler à la fin du traitement, et en attendant, chaque fois qu'il y a des questions, par rapport au traitement. Alors, sur le traitement, vous avez vu, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. C'est tout à fait logique. Et aujourd'hui, on a la chance, je le dis, dans cette pandémie, que c'est une pandémie mondiale. Donc, on n'est pas abandonné à notre propre sort. Vous avez les Chinois qui travaillent, vous avez tous les pays asiatiques qui travaillent, tous les pays européens et les États-Unis qui viennent de toucher de plein fouet par cette pandémie. Ils n'ont pas trop vu les choses au départ. Vous avez vu, les Américains, ils ont réagi très tardivement. Et là, ils sont vraiment dans une... Il y a une multiplication aux États-Unis. Probablement, on suspecte même une mutation encore de ce coronavirus, puisque plus il va finalement contaminer des individus, plus la chance qu'il se mute est importante. Pourquoi je dis ça? Parce qu'entre le 13 et le 20 mars, il y a eu une multiplication de 8,8 de nouveaux cas aux États-Unis, contre 3,2 par exemple en Italie, et 2,7 en Italie, parce qu'il commence à être au pic, ça peut-être ça va commencer à baisser, et 3,2 en France. Donc vous avez une contagiosité qui est beaucoup plus importante aux États-Unis. Ils sont voir la vague et là ça va leur poser énormément de problèmes. Pourquoi j'ai dit on a de la chance que ce soit une pandémie? Parce que là ça veut dire que tous les chercheurs du monde sont le traitement de ce coronavirus et puis surtout c'est le vaccin. C'est ça qui est le plus important. C'est le vaccin pour qu'on puisse se vacciner et à ce moment-là revivre tranquillement en attendant bien évidemment, en sachant que vous avez vu c'est des cycles, on a eu 2003, il y a eu 2012, là on est en 2019, donc il y a une espèce de cycle comme ça qui fait qu'il y aura probablement d'autres virus, mais je crois que cette fois-ci le monde va se préparer beaucoup plus à l'avance que ce qui s'est passé cette fois-ci. Alors, on a beaucoup parlé des traitements antiviraux. Je ne rentrerai pas dans le traitement antiviraux, ce n'est pas ni ma spécialité, ni mon expertise réellement. Mais bon, on a vu quelques protocoles qui sont en train d'être publiés dans le New York Journal of Medicine récemment qui semblent être négatifs. Il y a le Remdesivir qui semble être un peu plus intéressant. Mais je pense que jusqu'à présent, on n'a pas encore l'antiviral qui pourrait changer la donne. Alors, il y a ce protocole, le protocole avec l'hydroxychloroquine et un antibiotique qui est l'azithromycine. Alors pourquoi ça? Pourquoi cette combinaison finalement? D'abord, beaucoup de gens oublient que la chloroquine, c'est un médicament qui a longtemps utilisé justement dans la protection contre le paludisme, la malaria, qui est probablement qui a été consommé par des milliards de personnes, pour que ce soit pour traiter le paludisme ou pour la prévention, mais aussi en Tunisie, il y a énormément de patients, je crois qu'il y a plus que 3000 boîtes qui sont utilisées chaque année, entre autres pour des maladies dermatologiques, des maladies rhumatologiques. Donc c'est un médicament qui est très consommé. Et on entend parler de la colchicine pour le traitement, oui, je vais vous en parler. Alors, et justement, la chloroquine, dans la version le SRAS 1, déjà, ça avait été utilisé et ça avait montré une certaine efficacité, mais pas autant que cette fois-ci. Et puis là, il y a une étude in vitro qui a été faite dans un laboratoire en Chine, avec une efficacité extraordinaire en in vitro, et il y a un papier, il y a les Chinois, qui rapportent, effectivement, ils l'ont écrit en chinois, donc on ne l'a pas vu dans la littérature anglo-saxonne, mais qui disent, et les Chinois, moi je leur fais confiance en virologie, sincèrement, et ils ont montré au monde qu'ils sont capables justement de traiter de façon assez exceptionnelle cette épidémie qui les ont touchés, ils ont été les premiers à être touchés, et ils ont fait une étude sur 100 patients, et ils ont montré que la chloroquine et l'hydroxychloroquine, qui est mieux tolérée, ça marchait. Alors, ils l'ont écrit en chinois. Pourquoi ils ont écrit leur papier en chinois? Parce que
bien évidemment, ils ont écrit pour la Chine. Ils sont 1,4 milliard. Ils ne l'ont pas écrit pour nous en Tunisie, ils ne l'ont pas écrit pour l'Europe dans l'urgence, ils ont écrit en chinois, dans la langue que tout le monde connaît. Et là, eh ben, ils veulent justement que ça soit pour eux. Autre chose, je crois que la polémique que vous connaissez tous avec Raoult, un infectiologue de renommée mondiale, il faut savoir que dans l'une des revues les plus prestigieuses au monde, c'est Nature. Et Nature, il est classé 10e comme auteur dans cette revue. Ce type-là, il a fait une étude sur 24 patients. Alors vous allez me dire, oui, c'est quoi 24 patients? Ben, effectivement, ce n'est pas beaucoup, 24 patients. Je crois sincèrement qu'il a fait 24 patients très vite pour être le premier à sortir la combinaison hydroxychloroquine et azithromycine. Alors l'hydroxychloroquine, comment elle va agir? Ben, elle va agir d'abord en acidifiant le compartiment intracellulaire. Et ce coronavirus, finalement, c'est un virus qui est très faible. Il a une couche graisseuse et il suffit qu'il perde cette couche graisseuse, il part. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si vous avalez le virus, dès qu'il tombe sur l'acidité gastrique, il meurt tout de suite. Et vous avez vu, avec un peu d'eau de javel, un peu de savon, il meurt aussi parce que dès que vous faites disparaître cette couche graisseuse, il est très vulnérable, il est très fragile finalement, et même à la chaleur. Et puis, l'hydroxychloroquine, donc, elle va acidifier le compartiment intracellulaire et éviter qu'au moment où le virus va rentrer dans la cellule et essayer de se répliquer, tout d'un coup, il ne trouve pas les bonnes conditions. Et puis l'azithromycine, pourquoi le professeur Raoult explique ça? Ce n'est pas moi, je n'ai pas l'expertise, mais il explique ça en disant que, on a remarqué déjà à l'avance, c'est quelqu'un qui a au moins 30 ans d'expérience, que certains antibiotiques avaient des propriétés antivirales, et notamment les macrolides, et puis l'azithromycine en tant que macrolide, et en même temps que certains de ces patients, finalement, ils se compliquaient parce qu'ils faisaient des infections pulmonaires, et notamment à des germes atypiques. Et donc, en donnant de l'azithromycine, dans le protocole, la combinaison, un sous-groupe de patients, qui n'est pas très important, ils ont eu 90% au 6e jour, 90% au 6e jour de régression, de disparition de la charge virale. 10% étaient encore positifs et 90% étaient devenus négatifs sur des tests qu'ils faisaient en laboratoire. Bien évidemment, nous amène à la grosse question, pourquoi, oui, je vais expliquer pour les enfants aussi, très bien. Pourquoi, donc 3 questions. Pourquoi alors pourquoi les gens sont inquiets? Les gens sont inquiets et c'est tout à fait logique. D'abord, il y a des rivalités, il y a des égos, il faut être clair dans le monde. Quand ce n'est pas moi qui ai découvert le premier traitement, et on a un réflexe de dénigrer. Malheureusement, même dans la communauté scientifique, c'est bien connu. Il y a aussi dans la littérature, il y a toujours, vous savez, il y a un enthousiasme au départ, et puis ensuite il y a plein d'interrogations, et finalement on va revenir à un rationnel. Dans les prochains jours, ce débat va être clos, parce que tous les experts vont commencer à donner leurs data, on va vraiment savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Si ça marche, tant mieux, on sera tous tranquilles, et on sera contents. Si ça ne marche pas, au moins, voilà, on aura la réponse, mais je crois que la réponse, malheureusement, il ne faut pas perdre de temps avec des études randomisées en double aveugle, parce que vous avez vu, le nombre de morts tous les jours est effroyable. Alors, bien évidemment, les gens sont inquiets par la toxicité que pourrait avoir la chloroquine. Et nous, cardiologues, nous connaissons ça déjà, parce que lorsqu'on regarde qui dit chloroquine, et les rythmologues, peut-être il y a certains rythmologues qui m'entendent, savent très bien que chloroquine, c'est associé à torsade de pointe, c'est associé à bloc auriculo-ventriculaire, et qui peuvent avoir parfois des troubles du rythme et des troubles de la conduction qui peuvent être mortels. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas un médicament à prescrire facilement, il y a des précautions, mais quand même, la dose toxique, et on la connaît, la dose toxique, c'est aux alentours de 2 grammes. 2 grammes la dose toxique. Or, dans le protocole du professeur Raoult, dans les recommandations de la grande majorité des sociétés savantes, aujourd'hui vous avez la société chinoise, vous avez la Corée, vous avez Hong Kong, j'ai vu l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Belgique, les États-Unis, la France qui le met dans des protocoles, dans le cadre d'essais cliniques, c'est un peu différent, alors que Marseille c'est un protocole d'usage, l'ont adopté, il y a quand même certaines précautions. Alors oui, il faut faire attention. Non,
à l'automédication. Il est évident qu'il ne faut pas d'automédication, mais aujourd'hui, la chloroquine, vous faites un électrocardiogramme. Si vous n'avez pas un QT allongé de plus de 500 millisecondes, et puis surtout, je dis faites très attention à l'hypocalémie. Donc ça, c'est des éléments importants. Si vous avez un QT qui s'allonge et vous avez de l'hypocalémie, vous faites le lit de la torsade de pointe et d'un trouble du rythme grave, et qui peut aboutir au décès effectivement. Mais si vous prenez les précautions, vous surveillez, vous faites un premier électrocardiogramme à J0, un deuxième électrocardiogramme à J2 qui montre que le QT ne s'allonge pas, que le QRS ne s'élargit pas, à ce moment-là, vous êtes quand même en sécurité et vous regardez votre potassium. Vous faites attention à certaines combinaisons. J'ai vu tout à l'heure, on m'a parlé du sotalol. Effectivement, il faut faire attention. Si vous voyez que vous avez quelqu'un qui a un QT qui est allongé par son médicament, ben vous l'arrêtez. La digoxine aussi, par exemple, ce sont des combinaisons qui peuvent être dangereuses. Donc, il va falloir faire très attention, faire le pour et le contre. Si je suis devant une forme banale avec un taux de guérison très important, pourquoi l'exposer à un risque avec l'hydroxychloroquine? Si je suis devant une forme avec des symptômes et un patient qui est quand même fragile, à ce moment-là, je crois qu'il est du bon sens de le prescrire, mais tout en le surveillant de façon très proche, la calémie, l'électrocardiogramme, le QT, le QRS. Alors, on me dit, je veux répondre à 3 questions. Sujet diabétique, quelle protection lorsque le sujet est obligé de sortir? Je crois que c'est les précautions d'usage. Moi, si j'ai un patient diabétique, je lui recommande d'abord qu'il doit être bien équilibré. C'est surtout les diabétiques sous insuline qui semblent poser plus de problèmes, mais bon, je crois qu'il faut avoir du bon sens pour tous les diabétiques, surtout s'il est âgé de plus de 60 ans. Je dirais, comme tout le monde, est-ce qu'il faut mettre un masque? Vous savez, ça c'est une grosse discussion. On nous dit non, juste pour les personnels de santé, parce qu'il est très lourd, c'est un virus qui est lourd, donc il ne reste pas dans l'air. Au bout d'1 mètre, il commence à baisser. Il y a des papiers qui disent qu'il peut rester 3 heures dans l'air. Il y a des gens qui disent, bon, on ne nous recommande pas les masques parce que finalement, ils n'ont pas assez de masques pour la population, pour les personnels de santé, donc déjà, c'est pour éviter les problèmes. C'est vrai, moi je dirais, faites au moins un masque en tissu pour les gens qui sont les plus vulnérables, qui ont de plus de comorbidité quand même pour sortir. Je crois que c'est quand même plus prudent. Deuxièmement, se laver les mains fréquemment, faire très attention, ce qu'on appelle les mesures barrières aujourd'hui, garder une distance de 1 mètre ou 2 mètres, ce qui est meilleur par rapport à quelqu'un. Faites très attention lorsque vous allez toucher les poignées, les portes d'ascenseur, et puis quand vous rentrez chez vous, ôtez vos vêtements et puis surtout vous lavez les mains. Vous continuez à vous laver les mains même à domicile tant que vous avez un doute sur le contact avec vos vêtements ou avec les aliments qui puissent être rentrés. Il y a une question justement sur les enfants. Pourquoi les enfants seraient moins susceptibles? Alors les enfants, effectivement, on a montré que les enfants avaient des formes le plus souvent asymptomatiques. En fait, ils favorisent la contamination. Donc, ils peuvent être des vecteurs, des porteurs sains. Voilà, des porteurs sains et sans symptômes, très peu de signes. Un peu de fièvre, pas grand-chose. Beaucoup de formes asymptomatiques, très peu de complications, malgré que vous avez vu qu'en Tunisie, il y a eu un nourrisson de 3 mois qui a été touché, mais il y avait un contact très proche avec son papa et sa maman. Mais pourquoi ? Vraisemblablement, l'explication vient de l'enzyme de conversion 2 qui s'exprime très peu au niveau alvéolaire chez ces enfants. Donc, comme elle s'exprime peu, il y a moins de formes. C'est l'une des explications. Alors, l'autre explication qui a été donnée, c'est que peut-être que le vaccin de la rougeole protégerait. Bon, c'est une explication parce qu'il y a une certaine similitude, mais je n'ai pas l'explication honnêtement. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Sinon, je crois qu'on aurait demandé, alors c'est vrai qu'on nous a demandé récemment de faire un rappel de la rougeole, mais je n'ai pas encore vu les choses de façon claire. Alors, on m'a posé comme question, médicament pour la chloroquine très consommé dans d'autres indications, mais en Tunisie, attendez, j'essaie de revoir la question, voir si je n'ai pas manqué d'autres questions. Je m'excuse, on est en live, c'est intéressant. Ah, pour la colchicine.
Très bien. Avant de reprendre à votre question, donc pour la colchicine, vous avez vu, il y a un protocole canadien qui va commencer chez 6000 patients. De se dire, tiens, pourquoi pas donner de la colchicine en préventif aux patients qui vont être contaminés par le coronavirus 2. Effectivement, les Canadiens ont fait un papier récemment, vous avez dû le voir dans l'étude Colcott, c'est la colchicine dans le post-infarctus pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure de la tempête des cytokines, et cette tempête des cytokines, c'est probablement ce qui est à l'origine des complications, que ce soit les complications myocardiques ou les complications pulmonaires, et probablement en donnant un anti-inflammatoire, on éviterait cette réaction, je dirais, explosive de notre système anti-inflammatoire. Alors vous avez compris, ce n'est pas les AINS, parce que les AINS, là, ils vont augmenter le nombre de récepteurs à l'enzyme de conversion 2, donc être délétère. Donc c'est une action anti-inflammatoire qui est différente. Et puis bien évidemment, si on a des interleukines 6, des inhibiteurs de l'interleukine 6, médicamenteuses, ça pourrait être une solution, mais c'est très coûteux. Donc la colchicine, c'est une étude randomisée et on est au sein d'une commission de réflexion, justement, les experts réfléchissent à introduire justement cette colchicine aussi dans les futurs protocoles. Donc j'ai répondu à cette question. Il y a une autre question. Chloroquine, médicament très consommé dans d'autres indications, même en Tunisie, mais pourquoi il n'a pas manifesté son efficacité in vivo dans le traitement du Covid-19 ? Je crois que si. Je crois que si. Il y a quand même deux éléments, pour l'instant, hein, pour que ce soit clair. Il y a l'étude chinoise, il a quand même mentionné, vous pouvez revenir dans la littérature, que les résultats étaient très positifs sur 100 patients qu'ils ont testés, mais j'ai dit qu'ils ont publié en chinois. Les résultats ne sont pas très clairs, c'est vrai, pas forcément publiés, qu'on puisse les lire. Le papier de Raoult avec toutes les failles méthodologiques, et je le conçois parce que je crois que réellement ce sont des gens qui ont essayé de publier très vite et d'être les premiers, mais maintenant, vous savez, ils sont en train de traiter de façon systématique tous leurs patients, ils font 600 tests par jour, ils sont très confiants. Je pense que le dernier communiqué où toute l'équipe du professeur Raoult, Didier, qui disent que sur un plan moral, sur un plan éthique, ils ne peuvent pas priver leurs patients en vue des résultats qu'ils communiqueront. Et s'ils ont dit ça, c'est qu'ils ont d'autres. Ils ne sont pas arrêtés à ces 24 patients avec 6 perdus de vue. Et je comprends l'inquiétude de chacun. Et qui se disent, bon, on n'a pas assez d'éléments comme on est habitué en cardiologie, bien sûr. Mais là, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence. On n'est pas dans une situation confortable où on va se dire, tiens, on va voir le bénéfice dans 7 ans. On est dans une... On aimerait tous que cette histoire se termine très vite et qu'on puisse sortir de chez nous. Quand on a déjà une bronchite avec une petite fièvre, le médicament, est-ce qu'on est plus vulnérable que les autres au coronavirus? Non, il faut savoir il y a plein d'autres virus qui sont en train de tourner. Donc on peut avoir des rhinopharyngites, d'autres choses, on peut avoir plein d'autres petits virus saisonniers. Vous avez vu le refroidissement de la température là, fait que vous allez avoir d'autres virus qui vont arriver. Donc heureusement, tous ceux qui vont avoir une petite fièvre, qui vont avoir des signes, alors vous savez que la rhinorrhée, quand vous avez un écoulement nasal, il y a moins de chances que ça soit, il y a plus de chances que ça soit autre chose que le Covid-19, mais même dans le Covid-19, il peut y avoir un écoulement nasal, donc il ne faut pas faire ça. Moi, je suis pour que réellement qu'on puisse, je dirais, démocratiser le dépistage rapide. Actuellement, il y a des tests rapides. Certes, il y a des problèmes de sensibilité, de spécificité, mais c'est quand même important aujourd'hui de savoir si j'ai de la fièvre, si j'ai une toux, si j'ai une dyspnée ou une gêne respiratoire, est-ce que j'ai le virus ou pas, parce qu'il il faudra se protéger ou pas. Donc, effectivement, c'est des situations où il faut... Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser un protocole avec de l'hydroxychloroquine, avec de l'azithromycine, ou de la colchicine ou pas, ou autre finalement, sans que le test soit positif. Pour la greffe rénale, est-ce qu'il y a un risque sur le greffon et un risque de rejet? Non, je crois qu'il n'y a pas de souci particulier, ce qui n'a pas été décrit.
Je crois que... Mais par contre, vous êtes quelqu'un de plus fragile, les insuffisants rénaux chroniques, et donc vous devez rester à domicile, vous protéger, en confinement total. Je crois que là, c'est du bon sens. Si on a bien compris, qu'est-ce qu'il faut commencer le traitement dès le début des symptômes? Il dit que c'est inutile de traiter les formes sévères patients intubés. Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec lui. Je crois que les gens qui disent laissons la chloroquine pour les patients les plus sévères. Vous savez, les patients les plus sévères, c'est quoi? C'est des patients intubés, ventilés, âgés. 85% de ceux qui sont morts en France dans les derniers datas, c'est 1080 patients, ont plus de 70 ans. Et quand vous savez, et ça je ne sais pas si c'est une notion importante, quand vous savez qu'ils sont entre 3 semaines, 15 jours à 3 semaines, la moyenne d'intubation en réanimation. On a tous fait de la réanimation et on sait que lorsqu'on a 70 ans, lorsqu'on a 80 ans et lorsqu'on est intubé, ventilé pendant 3 semaines dans une réanimation, on a plus de risques de mourir d'une infection nosocomiale et de toutes les complications environnantes de l'alitement prolongé qu'autre chose que de son virus. Donc globalement, le laisser aux formes les plus sévères, ce n'est pas du bon sens. Aujourd'hui, il faut traiter les formes les moins sévères et c'est pour ça qu'ils prônent, et je crois que c'est logique, pour un dépistage massif et un traitement. Vous avez un médicament, lui il est convaincu que ça marche, j'espère réellement pour nous que ça marche. Je n'ai pas la certitude, ce n'est pas moi qui ai fait l'étude, c'est pas moi je ne suis pas en contact intime avec lui pour qu'il me donne ses datas, je vais le dire clairement, mais je crois que de toute façon, si ça marche, eh ben, ça sera dépistage et traitement. Et pourquoi pas réfléchir, même, et il y a un protocole à New York qui a commencé, c'est de traiter le personnel de santé exposé au coronavirus, parce que dans les réanimations et à l'hôpital, les Italiens ont publié le chiffre de 22% de personnel de santé qui ont été contaminés. En Chine, c'était aux alentours de 30%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la contamination, dans la moitié des cas, est survenue en dehors de l'hôpital. C'est ce que j'ai dit, même ce matin, je disais ça au personnel de santé, qui est très inquiet, bien évidemment, comme nous tous, nous sommes tous inquiets, il n'y a pas de doute, mais qui disait que lorsque vous êtes face à un patient, que vous savez qu'il est positif ou la suspicion elle est forte et que vous vous protégez, il y a très peu de chances d'être contaminé. La contamination va survenir surtout si on est devant quelqu'un où on ne sait pas qu'il est contaminé. Donc, avoir maintenant le réflexe de se protéger et à mon avis, ça c'est très important. J'essaye de regarder autre chose, d'autres questions. Oui, pour le paracétamol, je crois que dès qu'il y a de la fièvre, il faut utiliser le paracétamol. C'est le médicament. Il ne faut surtout pas utiliser, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé sur Messenger, j'ai utilisé de l'aspégique 1000. Bien évidemment, si vous utilisez l'aspégique 1000, c'est à dose anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien, donc c'est délétère, c'est dangereux. Ça, c'est clair. Par contre, l'aspirine à faible dose, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas arrêter l'aspirine à faible dose, je crois que c'est très clair, mais l'aspégique à forte dose, il faut l'arrêter. Autre question, j'ai 3 valves et un pacemaker, j'ai aucune protection pour sortir, on est livré à nous, oui, effectivement, si vous avez 3 valves cardiaques, c'est donc... vous êtes porteur d'une prothèse valvulaire, vous avez un pacemaker. Le pacemaker, bon, pose moins de problèmes, mais ça suppose que vous êtes quand même, vous avez un âge un petit peu avancé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est du bon sens de rester chez soi, de ne pas sortir. C'est à votre fils ou à votre fille d'aller faire les courses à l'extérieur. Vous restez en confinement, vous vous lavez les mains, vous vous isolez. Faites attention. Effectivement, tant que vous êtes en confinement, moi je vais vous dire une chose. Je crois qu'il nous reste combien de temps, je ne sais pas. Mais réellement, je crois que, et j'espère du moins, qu'on a fait un confinement total. On est en train de le voir un petit peu mieux ces derniers jours. Je crois que ça va donner ses fruits. J'ai espoir qu'on va éviter la vague qui pouvait être très délétère.
J'espère aussi que le temps va se réchauffer un petit peu. Pas pour dire que dès qu'il va faire chaud, l'épidémie va partir. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments. Là, il y a une épidémie qui touche le Sénégal. C'est aussi au Ghana. Mais il semble que c'est quand même moins virulent. C'est quand même moins virulent. Et probablement, dès qu'il va faire chaud, on sera un petit peu moins contagieux. Donc je pense que effectivement, il y a quand même des choses. Alors on me dit, une très bonne question, est-ce que le nombre de cas positifs déclarés officiellement est proche de l'image épidémiologique réelle de la situation en Tunisie? Je pense que non. Je crois qu'eux-mêmes, ils l'ont dit. On le sait aujourd'hui, les cas déclarés n'est qu'une infime partie des cas réels. Les cas réels, ils sont beaucoup plus nombreux. Par quoi on peut le multiplier? Des gens qui disent, je regarde les Anglais sont très pragmatiques. Les Anglais ils disent, voilà, si nous avons 25 000 patients déclarés, ben, c'est qu'il y en a 90 000. On peut multiplier, je crois qu'on peut multiplier par 25 à peu près pour avoir le nombre de cas réels. Nous, c'est un peu difficile parce qu'on a choisi, pour des questions de moyens, de cibler, vraiment de faire un dépistage et des tests très, je dirais, très ciblés. Et donc, ce qui fait qu'on est peut-être beaucoup plus loin de la réalité. Regardez par exemple sur les 5 cas qui ont été dépistés aujourd'hui à Gasserine, 4 revenaient de Djerba, c'est des Tunisiens qui viennent de Djerba, et d'autres qui viennent et un autre qui vient de Tunis. Donc, bien évidemment, ce sont des situations qui montrent quand même que c'est en train de partir en autochtone, une transmission horizontale, mais quand même que j'ai l'impression que ce confinement qu'on est en train de faire, qu'on a fait un petit peu plus tôt que les Français, on l'a fait beaucoup plus tôt que les Italiens, que les Espagnols, je pense que ça va donner quand même ces résultats. Covid et coronaropathie. Alors ça, c'est aussi une très bonne question. On a trouvé dans les séries 5,8% des patients, dans les séries chinoises, 5,8% des patients qui ont une maladie coronaire qui est le plus souvent stable, mais qui peut se déstabiliser, une rupture de plaque. Je crois qu'il faut privilégier le traitement médical. Il faut sortir des guidelines classiques où là, c'est la coronaro dans les 3 heures ou dans les 72 heures. Je crois que là, maintenant, il faut se calmer. On va réapprendre, redonner la place au traitement médical. Il faut stabiliser au maximum avec le traitement médical que vous connaissez et ensuite ne faire des explorations que pour les malades qui sont instables. Il faut différer, il faut décaler et puis faire des tests. Et là, effectivement, on me pose la question, pourquoi ne pas faire des dépistages de masse? Moi, je prône pour les dépistages de masse. Je pousse les instances à aller au dépistage de masse. Bien évidemment, ça a un coût. Mais je sais que là, récemment, quand même, le ministre de la Santé a dit qu'il y avait 10 000 tests qui allaient être faits. Est-ce que c'est sur un échantillonnage, sur une population, pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe? C'est possible. Mais je suis aussi pour, faire du dépistage massif pour mieux comprendre. Et là, mieux isoler et traiter très rapidement avec la combinaison dont je vous ai parlé en attendant de voir si effectivement elle s'avérera efficace ou pas. Ça, il n'y a que la science qui va le dire et qui va nous le dire très très vite de toute façon, ne vous inquiétez pas. Dans les 10 prochains jours, ce débat sera terminé. Si ça a marché, ben, tant mieux. Si ça n'a pas marché, ça sera beaucoup plus grave. Et puis, je crois qu'il est clair, et là je sais qu'il y a sûrement énormément de personnel de santé qui ne sont pas forcément, qui m'écoutent, je crois que je vous invite à vous protéger maintenant. Je crois que là on est dans une phase complètement différente, phase 3, donc toute personne qui va venir vous voir est potentiellement malade jusqu'à preuve du contraire. Il faut tous se considérer atteints et à ce moment-là se protéger, et donc c'est important. Donc ça, j'ai répondu à la question. Ou des premiers symptômes. Oui, je crois qu'il faut traiter les formes les moins sévères ou dès que les premiers symptômes arrivent ou pas. La thrombolyse, ça marche bien? Oui, la thrombolyse, ça marche. Et on a eu une discussion avec la Société tunisienne de cardiologie au moment où on est parti voir le ministère de la Santé avec à sa tête le professeur Leïla Abid, et on a clairement demandé
à ce que la métalyse soit fournie. Et je peux vous dire qu'il y a un stock de métalyse au niveau de la pharmacie centrale, parce qu'il y a eu une pénurie à un moment donné, vous vous rappelez. C'est les Chinois qui ont demandé massivement, qui se sont mis à la métalyse. Et donc le laboratoire qui fabrique la métalyse, ils ont, la Ténectéplage je devrais dire, je m'excuse, mais bon, ils ont ouvert une nouvelle usine en Autriche et donc maintenant on a la Ténectéplase et il faut le faire. Pour les personnes de santé hypertendues, diabétiques, cardiaques, quelles sont les recommandations? Alors ça aussi, je sais que bien évidemment depuis là on est en train de faire une commission avec le médecin de travail à l'hôpital Abdelrahman Mem et à l'Ariana, qui est un centre Covid maintenant, vous le savez, pour justement, parce qu'il y a des demandes où les gens nous disent oui, mais est-ce que qui parmi le personnel peut avoir un congé de maladie ou être en confinement total pour des raisons médicales? C'est une question un peu compliquée, mais je crois qu'un hypertendu bien équilibré, moi je pense que non. S'il est mal équilibré, s'il a une insuffisance cardiaque, s'il a un diabète mal équilibré, s'il est sous insuline, s'il a une cardiopathie, je crois que oui, c'est du bon sens qu'il reste chez lui. Et donc, il puisse avoir une autorisation, mais avec un confinement total. Et je dis bien total, et que ce ne soit pas quelqu'un qui soit en train de se promener ou en train de faire une activité privée à l'extérieur, et je crois que c'est important. Comment faire la différence entre bronchite et coronavirus et le truc classique? Alors effectivement, tiens, je vais ouvrir quelque chose où il y a des choses. Alors méfiez-vous pour la fièvre, parce que la fièvre, aujourd'hui on le sait, c'est vrai que la fièvre, quand vous regardez la littérature, vous voyez que 80% des patients qui sont atteints du Covid-19, qui ont le Covid-19, ils sont fébriles, c'est vrai. Mais 40% initialement, uniquement 40% avaient de la fièvre au départ. La fièvre, elle a tendance à venir un petit peu après. Donc vous pouvez avoir de la toux, vous pouvez avoir un mal de gorge, vous pouvez avoir un petit peu d'asthénie, et tout d'un coup, vous allez avoir, je dirais, la fièvre qui peut arriver plus tard. Par contre, si vous avez une fièvre supérieure à 39, il y a de fortes chances que ce soit le Covid-19 et que ce ne soit pas une grippe banale, parce qu'une grippe banale, une grippe saisonnière, a très peu de fièvre supérieure à 39, sauf si il y a une surinfection bactérienne. Il y a beaucoup plus de toux, une toux sèche, moins d'expectoration, mais il peut y avoir de l'expectoration. Et puis, il y a plus de myalgie et plus de céphalée dans la grippe classique. Dans la grippe classique, le Covid-19 donne moins de céphalée. Donc si vous avez vraiment des céphalées, un petit peu de fièvre, un nez qui coule, des expectorations, peut-être c'est plus une grippe banale, je dirais que... et puis, il y a des signes digestifs. La diarrhée, et vous avez vu récemment, les ORL se sont exprimés justement et ont dit attention à la perte de l'odorat, la perte du goût. Effectivement, ce sont des signes qui peuvent alerter vers le Covid-19. Et puis, il y a très peu d'adénopathie, contrairement à la grippe classique où il peut y avoir dans certaines infections. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais bon, globalement, je pense qu'on a partagé quasiment 1 heure de discussion entre nous. J'aimerais conclure, si vous êtes d'accord. Tout d'abord, je réitère mes remerciements au laboratoire, au PALIA, à l'école d'Atti pour cette initiative. Et je sais que maintenant, tous les différents laboratoires vont bien évidemment aller dans ce mode de vidéoconférence. Et ça va être probablement ce qu'on va gagner avec ce virus, ça va être l'informatisation de tout le système de santé. Je crois qu'aujourd'hui c'est important et même dans les congrès, je crois que vous avez compris que ça ne sera plus comme avant. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Si j'aimerais résumer, je dirais que le plus souvent, c'est une évolution bénigne, donc c'est pour rassurer les gens. Il faut que nous, personnels de santé, nous soyons solidaires. Il ne faut pas paniquer, il faut prendre des mesures, il faut se réorganiser au niveau de ces différentes structures. Et les comités médicaux sont en train de faire un travail formidable pour essayer justement d'améliorer les choses. Soyez attentifs à des nouveaux signes, comme la diarrhée, comme des vomissements, comme la confusion, comme la perte d'odorat, comme une cytolyse hépatique massive,
comme aussi des élévations de troponine inexpliquées, la myocardite. Et quand vous voyez une myocardite, c'est une myocardite virale. Et ça peut être bien évidemment une myocardite liée à ça. Et puis, il ne faudra pas hésiter, je crois. Je sais que les amis radiologues sont en train un peu de pousser, mais ils ont un petit peu raison parce qu'ils ont peur de la contamination. Mais je crois que le scanner a un rôle important aujourd'hui dans les formes sévères, dans les formes où il y a de la détresse respiratoire, où il y a de la dyspnée, où vous avez un doute parce que vous savez que même je dirais le diagnostic porté par la PCR, c'est parfois négatif et faussement négatif parce que le prélèvement nasopharyngé n'a pas été bien fait ou la technique n'a pas été bien faite. Donc voilà. Donc globalement, protégez-vous bien, restez chez vous. On va mener le combat ensemble. Je tire mon chapeau aux réanimateurs parce que ce sont eux qui sont les premiers en première ligne de mire, je dirais. Mais au final, tout le monde s'est impliqué dans cette pandémie, tous les acteurs de santé. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.